A-t-il ce soir offert la victoire donc au Sporting? Il y avait le oui de Bernard et le non de Guillaume. Vous allez évidemment sur nos réseaux sociaux pour trancher. Président, à vous de jouer. Comme la question est posée, j'ai l'impression que c'est comme si Lille était vachement au-dessus du Sporting et que le Sporting était la petite équipe dont Lille a permis de gagner ce match. Je trouve ça un peu dur comme question par rapport à ce match-là. Alors moi je rejoins Guillaume, c'est-à-dire que si le Sporting a empêché Lille de jouer, c'est aussi dû au gros match du Sporting. Moi j'ai vu qu'ils étaient plus conquérants, ils ont été agressifs dans le bon sens du terme pour récupérer les ballons hauts. Et après, ils ont du talent aussi offensivement, des joueurs qui répondent présents dans des matchs comme ça, aussi importants de Ligue des Champions. Il faut être décisif dans la surface adverse. Ils l'ont été assez rapidement. Mais président, je demande l'audience. Moi, je ne vous la donne pas, monsieur. Si, allez-y. Merci. Le président est trop bon. Ce qui, moi, m'a dérangé dans ce match-là, c'est que c'était dans la continuité de ce qui s'est passé à Geoffroy-Guichard contre Saint-Etienne vendredi. C'est dans ce sens-là où, pour moi, ils ont offert la victoire. Je suis d'accord. Et là, ça n'enlève rien aux qualités du Sporting. Après, ça veut dire que le niveau n'est pas une très très bonne équipe. Une très très bonne équipe. Mais quand tu vois ce qu'ils ont fait en début de saison, mettons contre Fenerbahçe, et sur le match aller contre le Sparta Prague, tu te dis que là... Slavia, pardon. Tu te dis que là, ils ont quelque part donné le match au Sporting parce qu'ils n'ont pas joué avec l'agressivité. Tu regardes les stats, pas d'occasion. Pardonnez-moi, mais dans votre arbitrage, j'ai eu l'impression qu'il y avait déjà une première audience avec son œil, l'œil de l'OL. Je dis, finalement, la lecture de Bernard, vous la partagez sur l'idée qu'il n'y a pas fondamentalement de combat de football. Ça c'est sûr, il n'y avait pas d'intensité dans le jeu lillois. On avait l'impression d'une équipe française en Coupe d'Europe qui la découvre un petit peu et qui vient avec sa naïveté, qui vient avec sa nervosité, etc. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le sens de la question, ça ne veut pas dire que le Sporting n'est pas une équipe à la limite qui peut être supérieure à celle de Lille. Mais en tout cas, le match, ils l'ont donné, les Lillois. Je veux dire, c'était il y a une minute où franchement tout bascule et qu'à ce moment-là, tu ne peux pas te dire que Lille, même en ayant pris ce but, franchement, c'est toute la naïveté des clubs français des années 80, 90 qui viennent en Coupe d'Europe comme ça, comme si c'était un bonus et puis un match qui faisait comme ça un peu en plus dans la saison. Non, c'est pas un match en plus dans la saison, c'est un match qu'il faut jouer à fond. Les Portugais les jouent à fond, ils l'ont joué à fond. Les Lillois, ils n'ont pas donné ce sentiment. Ouais, par exemple, tu dis ils l'ont donné sur le premier but, ils mettent une pression énorme le Sporting. Ils vont le chercher. Il y a deux erreurs. Enfin, c'est une erreur défensive importante quand même. Il y a plusieurs erreurs défensives sur l'action. Il y en a une, Alexandro, il va au duel, il se fait bouger, après il va mettre sa tête, il dégage. Personne n'est en place, personne n'a l'agressivité nécessaire. Ok, mais il dégage sur un côté, c'est le gars du Sporting qui la remet dans l'axe. Donc les Lillois, ils n'y sont pas, mais ça c'est aussi dû par rapport à la pression que met le Sporting. Je suis d'accord sur la qualité du Sporting et des attaquants, et c'est une équipe qui d'ailleurs a réussi depuis le début de la saison, mais tu ne peux pas rivaliser encore plus avec une équipe qui est une bonne équipe si toi-même tu donnes le match et en plus tu ne mets pas l'intensité. C'est ça aussi qui était le plus gênant pour moi. Moi je trouve que vous êtes dur en disant qu'ils donnent le match. C'est qu'il ne pouvait peut-être pas être au niveau du Sporting ce soir. Il y a des faits de jeu qui donnent le sentiment qu'il y a une bascule quand même à un moment donné. Mais le deuxième carton, moi je trouve qu'il est dur. J'aimerais juste faire rentrer Ludovic Aurélien, qui est votre vice-président, qui est notre régional de l'étape, entrer en jeu Ludovic Aurélien. Vous avez vu ce petit échange là entre Étienne et entre Jo. Donc d'un côté, c'est la qualité du Sporting, de l'autre, il y a peut-être un état d'esprit, une attitude, une naïveté. Enfin, je ne vais pas faire le résumé d'Étienne. Les deux, mon capitaine. Mais on penche pourquoi là? On fait un petit constat. Moi, je pense plutôt pour le fait que Lille est à côté de son sujet maintenant depuis plusieurs matchs. Ils ont plutôt bien commencé la saison et depuis qu'ils se sont qualifiés pour cette Ligue des Champions, il y a quand même le match à Saint-Etienne où ils passent complètement à côté. Il y a le match contre le Paris Saint-Germain où ils se laissent déborder. Ils ne passent pas à côté à Saint-Etienne. Ils font pas mal. Ouais, mais ils sont supérieurs. Pour moi, une équipe qui a la maîtrise mais qui fait pas mal, c'est une équipe qui passe à côté. Quand tu vois la force collective et individuelle de certains joueurs dans cette équipe-là, tu peux pas finir à 0 occasion de but, 0 tir à la fin du match. 74e, premier tir. Moi, il y a une chose qui me gêne sur le fait que les Lillois aient du mal à l'intensité défensive depuis que Bruno Genesio a installé cette défense à 5. Je vois énormément de lacunes entre le trio Mandy, Diakité, Alexandro. Ils sont souvent perdus, ils sont souvent pris à revers. C'est la mauvaise bonne idée. En tout cas, le LOSC sous Fonseca fonctionnait très bien. D'ailleurs, je trouve qu'en infériorité numérique, à 4 derrière sur la deuxième période, ils ont été bien plus costauds sur le plan défensif qu'ils ne l'ont été sur la première période où ils se sont fait...
toujours aussi inoffensif. Avec un joueur de moins, ça peut s'entendre. Au milieu des 3 centraux, il les a démolis. Il les a démolis. Guillaume Quérès, on aura un sujet sur lui parce que il est annoncé comme un phénomène et on en parlera dans la case MVP. Je me souviens de cette phrase qu'on a prononcée souvent il y a quelques mois ou même dans les années 80. Il y a une équipe qui a joué un match de Ligue des Champions, qui a essayé, et puis l'autre qui a joué un match de Ligue 1, de milieu de tableau de Ligue 1. C'est dans ce sens-là, comme on dit, ils ont fait le... Bernard, oui, mais c'est aussi de ne pas être prêt mentalement sur ce genre de match le jour J. C'est pas un cadeau. Donc ça, c'est pas offrir le match. En fait, c'est pas être prêt, tout simplement. Non, mais après, en comparaison, on en parlait tout à l'heure. Bon, on va plus parler du Real comme d'habitude, mais pas de Stuttgart. Donc je vais en parler maintenant. Tu vois, Stuttgart, ils sont allés. Bravo. Non, mais par exemple, on parlera du Bayern. Ils vont chez un monstre européen. Ils ont fait un vrai match. Ils font un vrai match de foot. Là, tu as Lille qui va au Sporting, qui est pour moi une très bonne équipe européenne. Mais tu peux faire autre chose. Mais là, sinon, tu n'as pas la capacité. Excusez-moi, là, vous ralliez les propos, finalement, au fur et à mesure. Mais dans le sens mentalement, ils n'ont pas donné le match. C'est qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas mentalement prêts à affronter cette équipe-là et à jouer un vrai match. Ces deux buts offrir, ça veut dire offrir. Alors, bah oui, c'est c'est la même équipe, c'est pratiquement la même équipe, à un ou deux éléments près, qui était prête il y a un mois mentalement, et c'était compliqué parce qu'ils ont joué à Valenciennes, mais ils ont joué Fenerbahçe de Mourinho, avec Dzeko, c'est Non, mais c'était une bonne équipe. Et après, il fallait jouer. Non, mais ils arrivent à. Non, mais attends, excuse-moi, mais tu parles de l'aspect mental. Ils arrivent à arracher la victoire à la toute dernière minute au match aller. Ils arrivent à aller se qualifier là-bas. C'est pas facile d'aller jouer à Istanbul. Ils y sont arrivés. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a un contraste mental, ce que tu appelles ça comme tu veux, mais entre ce qu'ils sont capables et ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont déjà fait, et là, ce qu'ils n'ont pas fait ce soir. Mais la sortie d'Olivier Létang, elle en dit long aussi sur. Excusez-moi, on l'avait parce que j'essaie de récupérer la main. Récupérer, c'est comme ça venait de ce soir, l'équipe du soir. Olivier Létang, écoutez-moi. Olivier Létang, vendredi soir, dans les coursives de Geoffroy Guichard, après une défaite chez le promis stéphanois. Écoutez Olivier Létang. Ce soir, ce match, il est honteux. C'est un match qui est honteux. J'ai honte, franchement, de ce qu'on a proposé ce soir. Quand je vois ce soir, il y a une personne ici qui peut me dire que le joueur avait envie de gagner. Ils l'ont montré sur le terrain. Non, donc ça, je ne peux pas l'accepter, je ne l'accepte pas. On va s'expliquer entre nous, mais des attitudes comme ça, non, je ne peux pas les cautionner, je ne peux pas les banaliser. J'ai l'impression, est-ce que ce soir, est-ce qu'Olivier Létang peut revenir en zone mixte et faire le même constat? Oui, quasiment. Oui. L'intervention d'Alexandro sur le premier but, elle en dit long quand même. C'est-à-dire que tu es quand même défenseur central avec un gabarit à exploser tout le monde. Et tu laisses un ballon qui normalement doit être joué à 200% puisque t'es pas loin de tes 5,50. Donc tu dois y aller, mettre de la conviction, de l'intensité. Tu la joues peinard. Finalement le ballon revient et tu la redégages dans les pieds. Alors sur le coup il la redégage pas dans l'axe, mais il a peut-être la possibilité avec un peu plus de sérénité juste l'accompagner pour Chevalier. Oui. Au final. Bim bam boum, bah, tu prends le but. Mais il y a eu beaucoup de comportements comme ça sur la première mi-temps. À un moment donné, il y a une remise, ils partent à deux attaquants portugais, ils sont 5, ils s'infiltrent entre les deux. S'ils décalent à droite, là, l'action où ils jouent 1-2-3, donc ils sont pas dans le. Ils sont pas dedans. Ils sont pas actifs. Ils sont pas dedans. Mais encaisser 2 buts au Sporting, qui n'est pas une mauvaise équipe, qui est champion du Portugal, c'est quand même tout sauf. Enfin, c'est pas catastrophique non plus. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que sur 90 minutes, offensivement, c'est le néant. Mais si tu regardes même à la fin, ils sont à 2 doigts de terminer. Le Sporting, c'est un concurrent direct pour une éventuelle possible qualification dans les 16. Ouais, dans le barrage. Mais comment tu fais, Guillaume, avec une défense à 5, quand tu as un très bon trio offensif devant? Donc ça veut dire que tes 5 qui sont mobilisés, ils attaquent quasiment jamais. D'ailleurs, les latéraux. T'espères que les deux latéraux. T'espères que les deux latéraux apportent un peu plus. Oui, mais ils l'ont jamais apporté. Quasiment. Quasiment. Juste, on revient sur la compo de départ de Bruno Genesio. Donc il est arrivé, à me dire, avec prudence. C'est vrai que donc Lille, en ce moment, c'est mauvaise passe. Vous voyez ici donc Diakité, Mandy, Vacha. L'identité aussi des joueurs de couloir, c'est Meunier et Baker. Généralement, Meunier, il est plutôt à la place de Mandy dans le centre. Et puis les Goodmanson et les Thiago Santos. Mais Mandy, c'est pas au niveau. Ouais, on les a pas vus. Alors, est-ce que c'est compréhensible d'arriver comme ça? Ça peut s'expliquer. Ils sont dans une mauvaise série. Et 2, est-ce qu'il endort un peu son équipe dont l'ADN est assez joueuse? Voilà. Est-ce qu'il leur dit finalement, il y a un message en disant ce soir on contrôle? Il y a un message qui se brouille. En fait. Il y avait du lien l'année dernière, c'est-à-dire que dans leur milieu à 3, il y avait André Gomez qui était toujours là, mais il y avait Cabella, il y avait d'autres joueurs qui pouvaient se connecter. Il y avait Ben Taleb qui manque cruellement là, il est blessé, aussi. Il a des problèmes cardiaques, donc on laisse ça de côté. Mais
tu sens que Jonathan David, il lui manque quelqu'un juste derrière lui pour qu'il y ait quand même un passage de témoin entre ce qui se passe derrière et ce qui se pourrait. Zegrova, c'est quand même le joueur qu'il a derrière lui. Non, c'est sur le côté, Zegrova. Ah oui, non, mais d'accord, mais enfin, il peut espérer avoir un peu plus de ballons et de solutions. Ouais, mais si tes latéraux ne montent pas et que tu as un double pivot qui subit. Et pour ressortir les ballons, quand tu es 3 contre 7 derrière, c'est Gomez, tu vois, je le préfère plus haut, quoi. Bah oui. Quand il va amener aussi offensivement. Un peu derrière David. Ouais, voilà. Ouais. Même à 3 où il peut apporter offensivement. Après, moi, je jette pas la pierre. Il défend et à la sortie, il se fait expulser, quoi. À Bruno Genesio, je jette pas la pierre, parce que c'est quand même une équipe, alors même si les 3 précédentes défaites, elles sont complètement différentes, que ce soit au Slavia Prague, au Paris Saint-Germain ou à Saint-Etienne, enfin, elle a quand même un peu envie et besoin de se rassurer et pas se jeter à l'abordage. Car on le répète, le Sporting Portugal, c'est une très très bonne équipe, c'est la meilleure équipe portugaise sur l'ensemble de la saison. Champion du Portugal, invaincu la saison dernière sur leur terrain, à domicile. Que des victoires. Ouais, que des victoires à domicile. Et quand même, si on regarde un petit peu le jeu de foot, c'est intéressant. Là. Ce soir, moi j'ai été impressionné, on en parlera de Gyökeres, mais si on fait Gyökeres, Trincao, Gonçalves, face à Zegrova, David, Sahraoui, est-ce qu'on a d'un côté un trio et de l'autre 3 attaquants? Parce que finalement, là, on voit... Non, mais on voit des gars pas connectés et on voit vraiment un trio, ça bouge. Mais Mbappé le disait, l'importance du pivot gang. L'importance du pivot gang. Aujourd'hui, vous avez un joueur comme Gyökeres, mais c'est du pain béni pour les joueurs qui jouent autour de lui. C'est une rampe de lancement formidable, c'est une planche. À chaque fois que vous venez sur lui, il gagne les duels, il arrache tout le monde. Donc ça veut dire il vous fait le premier pressing. C'est d'avoir un joueur comme ça, ça change la donne. Les 3. Ouais. Franchement, il leur a fait mal, quoi. On est passé combat inégal, mais combat gagné, quoi. Ça sur Gyökeres, mais pour vous, s'il y a un trio, c'est Gyökeres donc. Finalement, c'est le lien, c'est le courroie de transfert. Sur ce match-là, il n'y avait pas photo entre les deux avant-centres. Bon, écoutez, non, mais il y a une connexion, je suis d'accord avec toi. Pour essayer de sauver ta question, il y a une connexion avec les 3 de devant par rapport aux Lillois, qui sont un peu plus solistes, même s'ils peuvent jouer ensemble. Mais c'est vrai que ce soir, on a vu des joueurs individuels plutôt qu'ensemble, qu'un trio, quoi. Zegrova, c'est un soliste, non? C'est un soliste, mais qui peut s'appuyer sur les autres, jouer combiné avec les autres aussi, non? Il le fait une fois en première mi-temps sur une occasion de David, enfin une pseudo-occasion. Ça combine sur le côté droit, ça joue à une touche. Comme l'équipe, il file un mauvais coton. Il n'est pas parti cet été, il pensait partir. Il s'est fait virer de la sélection. Il a marqué 4 buts sur 6 matchs là, depuis le début de la saison. Il est quand même disputer la Ligue des Champions avec Lille quand tu sors du barrage. Il y a un avant et un après qualification. Tout le monde était à fond pour aller à la qualif. Depuis qu'il y a la qualif, il y a un côté... un peu sénateur, un peu on est peinard, on est tranquille. Non, maintenant qu'on y est, ça redescend un petit peu. Il a raison, Ludo. C'est comme si l'objectif du début de saison et presque de la saison, c'était d'aller rentrer dans cette Ligue des Champions. C'est tellement rare pour le Français. Et peut-être qu'il y a un contrôle psychologique. Moi, je le ressens. Mais si c'est ça, c'est hallucinant. Non, mais t'es là pour qualifier, t'es qualifié en Ligue des Champions. Moi, je le sens. Et les mecs, ils décompressent. Pas quotidien, c'est le championnat. Donc tu vas te qualifier dans l'objectif que tu vas atteindre depuis l'intersaison. Et les mecs, ils décompressent au moment où ils la jouent. Mais en tout cas, non, ils décompressent au moment de démarrer vraiment la saison, même en Ligue 1. Ils enchaînent les défaites. Et c'est vrai qu'il y a eu une intensité. Bernard le disait sur les matchs de barrage. Ils ont été arrachés vraiment avec les triples des qualifications. C'est vrai qu'il y a un petit Paris, ça se joue à rien contre Paris. Après, c'est vraiment Saint-Etienne le problème. Contre Paris, ça se joue à rien. Oui, en tout cas, ils n'ont pas mis les éléments, ils n'ont pas mis l'intensité qu'ils ont mis dans les matchs de barrage de Ligue des Champions. Alors attendez, parce que généralement, lorsque les clubs français se prennent le pied dans le tapis, dans les barrages ou dans les tours préliminaires de Ligue des Champions, en général, le groupe explose. Se remet pas de ses déceptions, c'est une panique dans le club. Là, cette fois-ci, alléluia, Lille passe. On dit ça, sur les clubs français qui rentrent pas. Saison terminée. Non, mais on va pas caricaturer. Sur les clubs qui rentrent pas en Ligue des Champions, c'est vrai que la saison, elle file un mauvais coton l'ensemble de la saison. Là, il y avait un objectif qui était un objectif vraiment fort pour le club. Il y avait une pression terrible sur les joueurs. Ils ont atteint cet objectif-là. Je pense que psychologiquement, pendant 2-3 matchs, il y a une petite décompression. Alors, il n'est pas d'accord. Ça fait 3 fois qu'il nous dit on ne passe pas là. Parce que le paradoxe lillois, c'est que se qualifier pour la Ligue des Champions, c'était pas du tout un objectif annoncé par les dirigeants. Pas du tout. Ah bon ? Ils avaient bâti. Mais non, mais renvoie à ce que disait. C'était l'objectif de la saison dernière. Ils ont échoué de très peu. C'était l'objectif du début de saison d'y entrer.
bonne raison. J'ai du mal à te suivre quand même. Bernard, Je peux te l'expliquer pour 2 raisons. Parce que là, tu passes sur 2 tours extrêmement compliqués, dont le premier contre Fenerbahçe, dans un stade du Hainaut vide parce qu'il y avait les JO, pas de sécurité, il y avait 10 000 personnes. Ils ont perdu 2 millions d'euros par match de barrage. Et donc la probabilité de se qualifier pour la Ligue des Champions pour un club français, elle est quasiment nulle. Quand tu es obligé de faire 2 tours de barrage de Ligue des Champions. Et donc, ils avaient budgété et construit leur effectif sans la Ligue des Champions. Et tout le paradoxe, c'est qu'ils s'y soient qualifiés. Mais relis tout ce qu'avait expliqué le président Létang. On n'est pas toujours obligé de croire les dirigeants français quand ils s'expriment. On n'est pas obligé même de croire toujours Olivier Létang, qu'on adore. Non, mais je suis d'accord. On n'est même pas obligé de croire toujours Bernard quand il a une explication un peu vaseuse. Non, elle n'est pas vaseuse. Il y avait une incertitude. Et je sais qu'il va me le rendre dans pas longtemps. Je l'ai vécu avec Monaco, où c'était un vrai impératif économique de se qualifier et sportif, et effectivement, ça les avait minés. Et le paradoxe, et je maintiens ce que je dis, c'était pas un objectif impératif pour les Lillois de se qualifier, que ce soit d'un point de vue financier et sportif. Et c'est ça qui est très paradoxal. Donc voilà. Peut-être qu'ils ont un petit coup de moins bien physique aussi, ils sont à bloc depuis le 1er juillet. Ça c'est un argument qui est plus recevable. C'est une question que je pose. Non, mais c'est juste une question. Peut-être. Ou une hypothèse plutôt. Oui, d'accord. Parce que si vous posez des questions, vous n'avez pas les réponses. Tu me dis ça au mois de novembre, je te dis oui. Guillaume, vous étiez seul face au plateau, face à Bernard. J'ai échoué. Vous avez échoué? Ouais. Bah ouais. J'ai le point du presse. C'est le plus important. Ok. Numéro